Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Dans les épisodes qui vont suivre, tu découvriras le parcours inspirant des invités que j'ai eu la chance de recevoir. Avec eux, on parle entrepreneuriat dans le domaine du fitness, du coaching et de la santé, ainsi que de l'une ou l'autre de leurs spécialités. Mais avant tout, l'important c'est de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors si tu auras pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'enregistrer, n'oublie pas de lâcher un pouce sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify et de partager sur toutes tes plateformes. Installe-toi confortablement, le podcast commence maintenant. Salut Vincent, bienvenue dans le podcast. Comment est-ce que tu Salut. vas? Bah, très bien, merci Ken et toi? Je vais bien, je te remercie. Vincent, merci d'avoir pris du temps sur ta journée pour me rejoindre dans le podcast et échanger avec moi sur ce que tu fais, mais avant tout, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais et partager ton expérience, avec ma communauté. Vincent, pour les gens qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît? Alors oui, je m'appelle Vincent Foulonneau, je suis, formateur dans diverses écoles de nutrition, mais également de protection de l'environnement, heu, OK, où j'enseigne, les maths, c'est plus les statistiques et la méthodologie scientifique et d'accord. en nutrition, j'enseigne tout ce qui touche au vieillissement cellulaire, la physiologie, les liens avec la performance sportive, la méthodologie scientifique également, OK. et la complémentation et tout ce qui a touché aussi au dopage. À côté de ça, je suis coach sportif et plutôt spécialisé dans la prévention des blessures et encore à côté de ça, je suis écrivain, d'un roman de fantasy qui s'articule comme une mythologie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas, Vincent? Évidemment. OK. Hem, c'est un c'est un besoin pour toi d'avoir, toutes ces activités qui, alors qui changent pas beaucoup peut-être les unes des autres, mais est-ce que c'est un besoin pour toi d'avoir ce panel d'activités pour, je sais pas, moduler tes semaines, avoir de la diversité? Comment est-ce que ça se passe? Oui, tout à fait. La j'ai besoin mon cerveau a besoin de diversité au quotidien. Si je faisais J'adore tous mes métiers, hein, mais si je faisais que coach ou Mmh. que prof, par exemple, au bout d'un moment, je m'ennuierais, j'aurais besoin de faire autre chose. Mon cerveau fonctionne comme ça. Ça a été très compliqué au début de ma vie, parce que maintenant j'ai 36 ans, Mmh. heu, de de trouver un espèce d'équilibre, et je me disais que ça allait être compliqué pour être heureux plus tard en faisant mon métier. Mmh. Bon, finalement, avec, la voie de l'autonomie, entrepreneuriale, j'ai réussi à faire ce que je voulais, mais c'est vrai que c'était pas forcément un chemin, des plus faciles. OK. D'accord. Le métier d'enseignant, ensuite le métier de coach sportif et ensuite le métier, d'écrivain. Est-ce que c'est 3 activités où tu es indépendant à 100 et par exemple les écoles te mandatent? Ou il y a une partie de travail, salarié et puis l'autre partie indépendant? Là, je suis à 100 indépendant. OK, Ce sont les écoles qui me mandatent à chaque fois. Pour le coaching, bon, bah, bien oui. évidemment, et pour l'écriture, je dépends bien sûr d'une maison d'édition, Mmh. qui s'appelle, les éditions Baudelaire, mais ils sont très souples, ils sont très cool. Ils essayent de protéger leurs auteurs parce que alors, dans le domaine de l'écriture, les gens savent peut-être pas ça, mais mettons un auteur qui est pas connu, Mmh. il arrive à trouver, Hachette, par exemple, qui est une très grosse maison d'édition française, et Hachette accepte de vendre son bouquin. Mmh. Pour chaque livre qu'il va vendre, mettons son livre va coûter 10 € à la vente, lui, il va récupérer entre 1 et 3 à peu près. Ah voilà, OK. Voilà. Donc du coup, il faut qu'il vende une quantité phénoménale de bouquins s'il veut Mmh. se faire des sous. Tout le reste revient à Hachette alors parce qu'Hachette, comment dire? La maison d'édition, elle a aussi des frais, hein, par Bien rapport sûr. à l'imprimerie et cetera. Elle prend un risque en mettant le bouquin en ligne, enfin en vente, donc il faut amortir ça, mais bon, 1 c'est quand même un peu abusé, et Mmh. typiquement les éditions Baudelaire, ils montent à 25, OK. heu, voire plus parfois en certains cas. Donc 25, c'est quand même bien plus conséquent pour la protection, disons, de la vie de l'auteur qui a pas besoin d'aller travailler à côté si vraiment il réussit dans ce domaine-là. Mmh. OK. Alors on reparlera du projet du livre qui, en toute transparence, je n'ai pas lu, mais qui est sur ma liste. Oui, Parce qu'il a il t'inquiète, il hein. a il il a l'air, non, mais il a l'air intéressant et j'ai bien aimé à travers les podcasts, que j'ai écoutés où tu as pu, faire des interventions, la manière dont tu amènes les choses et j'imagine qu'on doit retrouver tes traits d'humour aussi dans le livre et donc j'aimerais bien, regarder ça. Hem
par rapport au parcours que tu as actuellement et tu disais, ben, voilà, plus jeune, j'avais peut-être de la peine à me projeter dans un futur professionnel où j'allais pouvoir être épanoui. Mmh. Est-ce que l'enseignement parce que si on veut le point commun, alors tu m'arrêtes, hein, si je me trompe, mais entre le fait d'enseigner, le fait de coacher et le fait d'écrire, c'est la transmission de quelque chose. Est-ce que tu as toujours voulu faire quelque chose qui allait s'axer dans cette direction-là ou est-ce qu'à un moment donné, ça t'est apparu comme une grande révélation? Alors, c'est compliqué. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand et je voulais absolument, en fait, être chercheur en physique théorique. C'est toujours ce que j'ai voulu faire depuis que j'ai 5 ou 6 ans, voilà. OK. Heu, C'était ça. Donc du coup, j'ai fait des études en physique théorique. J'ai alloué toutes mes ressources intellectuelles et cognitives pour faire des études en physique théorique Mmh. et malheureusement alors quand on fait de la recherche en physique ou en de la recherche en général, on est forcément amené à enseigner. Donc Mmh. ça, c'est une de toute façon, c'est une partie que j'aimais faire de toute façon, de base. OK. Mais malheureusement, en faisant mes études en physique, fondamentale, bien que j'adore la physique théorique pour ce qu'elle est, pour la science qu'elle est, je ouais, le terme peut-être un peu fort, mais sincèrement, je déteste la communauté des physiciens théoriciens. Pourquoi? Parce que est-ce que tu connais, The Big Bang Theory? Oui. Bon, ben, c'est pas un truc comique, c'est un documentaire. Les gens sont les gens sont vraiment comme ça. OK, d'accord. Donc le problème, c'est que alors c'est marrant, 2 minutes, hein, parce que les gens sont drôles à cause du fait qu'ils sont un peu à l'ouest. Il y a des Sheldon un peu partout, c'est-à-dire des types, ou des nanas qui sont ultra égocentrés à des dans des proportions qui sont totalement absurdes. Ça m'a d'ailleurs beaucoup inspiré pour mon bouquin. Mmh. Mais, le problème, c'est que travailler avec ces gens-là, c'est invivable au quotidien. OK. Surtout sur l'aspect empathie, communication, c'est très compliqué. Donc enfin, pour moi en tout cas ça l'est, hein, Bien sûr, ouais. et ils sont pas tous comme ça, mais c'est une très forte tendance, qui existe et donc c'est là que j'ai compris, et ça c'est un truc que j'ai compris que très tard, peut-être trop tard, c'est que au delà du métier, il faut aussi trouver un métier dans lequel les gens le comportement social des gens Mmh. dans ce métier correspond à notre perception sociale des choses. Oh, c'est Heu joli ça, Ouais, c'est joli. je l'ai appris en mode, hardcore, hein. OK. Mais je prends un exemple, concret. Typiquement dans le domaine du sport, il y a cette idée d'entraînement au quotidien, d'aller chercher une performance, mais du coup d'aller se dépasser, Mmh. construire des athlètes, se construire soi-même et ça a tendance à forger des gens avec une mentalité qui moi personnellement, me plaît beaucoup. Et OK. donc j'ai tendance à facilement m'entendre correctement avec des sportifs ou des entraîneurs. Pour avoir été, à l'INSEP, pour avoir été dans des milieux à un moment donné, quand j'étais à Paris, j'étais dans un foyer, foyer franco-libanais de Paris, dans lequel il y a tout un tas d'étudiants, tout un tas de disciplines différentes. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient, à l'ENA, Mmh. enfin qui faisaient leurs études à l'ENA ou à HEC. Et typiquement, ça se voit clairement, il y a des grosses différences entre les scientifiques, ceux qui sont plus axés sciences politiques, ceux qui Mmh. sont plus axés droit et cetera et c'est L'ENA d'autres mo l'ENA, Vincent, juste parce que du coup, pour les auditeurs suisses, c'est peut-être pas forcément clair, ah pardon, oui. non, non, mais pas de souci. C'est une école qui prépare à plus à la politique, c'est ça? Ouais, aux hautes fonctions de l'État, Mmh. donc pour être un voilà, un politique pas forcément, mais, pour être un, comment est-ce qu'on appelle ça? Une personne responsable, dans je sais pas, dans tout ce qui a, attrait à au gouvernement. Oui, c'est ça, ça peut OK. être diriger le trésor, travailler dans les institutions de très haute, stature, Mmh. pour la direction du pays OK. et mais pas que Mmh. et comment dire? Dans ces écoles-là, pour le coup, typiquement, comme la communication, l'art de la rhétorique, l'art de l'éloquence, ça porte c'est un ce le nom est un sens, c'est-à-dire la capacité à communiquer avec, l'impression qu'on est très intelligent, alors qu'on connaît pas forcément grand-chose sur le sujet. C'est vraiment ça l'éloquence, hein. Il y a d'ailleurs des concours d'éloquence qui existent. Je sais plus si c'est à HEC ou l'ENA. Mmh. C'est très intéressant d'ailleurs parce que c'est des concours de communication. Bon, bah, en fait, ça transcrit un tout petit peu aussi le caractère des gens qui sont là-dedans. OK. Faut pas non plus, faire des généralités, mais quand on aime, déblatérer sur un sujet qu'on ne comprend pas, en donnant l'impression qu'on est bon là-dedans, je suis désolé, mais ça transcrit un tout petit peu quand même, cette idée que les mecs sont un peu des arnaqueurs.
Je savais que j'allais me marrer avec toi pendant ce podcast, mais OK, j'entends. C'est, Mais c'est pas mal, hein, c'est pas ouais. mal. C'est parce qu'ils en Oui, fait, oui. bah, après je peux rapidement t'expliquer ça parce que ces gens-là, ils m'ont un tout petit peu expliqué ce processus-là. C'est que en fait, quand tu fais de la communication pour le bien commun, parce qu'en Mmh. théorie, la science politique, elle est conçue pour le bien commun quand tu diriges un En un thé gouvernement, un en pays. C'est théorie, pas oui. en théo alors l'objectif n'est pas de pousser la communication pour simplement se faire réélire à chaque fois, en Hein, hein. théorie. Bon, Ouais. donc du coup, quand tu pousses la communication pour le bien commun, mettons qu'en face, tu des gens qui fassent appel à du ressentiment chez les gens, Mmh mh. ce que les gens appellent, ce que certains groupes politiques appellent le populisme. Mmh. Et bah, du coup, la manière de combattre le populisme en termes de communication, c'est d'avoir une éloquence qui est supérieure pour combattre ça. Bien sûr. Mais d'un certain point de vue, mais ça c'est ma perception philosophique des choses, c'est combattre le mal par le mal. Ouais. Et donc du coup, on se retrouve avec des gens qui, en fait, sont plus amoureux de leur propre voix et de la manière dont ils communiquent que des gouvernants qui parlent de choses vraiment concrètes et de manière «utilitariste» entre guillemets. OK. Et voilà, c'est ça le problème de fond. C'est l'art de toujours avoir raison, même si on Oui. n'a pas ce qu'il faut pour avoir raison et même si on dans le fond, ce qu'on fait est mal. Pas alors Pas s mal, al mais pas forcément, ouais, utile ou pertinent. oui, c'est ça, ouais. OK. C C'est, c'est bon, c'est bien d'avoir pu te rendre compte de ça et j'aime l'idée de dire de choisir un métier où les interactions sociales vont correspondre avec les valeurs au final qu'on a et qui sont importantes pour nous. Ce qui m'amène à la question suivante, c'est qu'aujourd'hui, tu as trouvé ta voie, même si j'imagine qu'elle évolue et puis que tu as, voilà, des peut-être des envies qui vont changer au cours du temps parce qu'on change et on évolue aussi avec le temps. oui. Aujourd'hui, quelle est une valeur qui est importante pour toi et qui est satisfaite à travers les différentes activités que tu as? Mmh, une valeur, Mmh. hem, compliqué ça. Le Ouais, je sais pas si l'humilité est une valeur. Si, ça Alors peut, ouais, ouais, ouais. ça peut, Mmh. mais alors parce qu'en fait, il y a c'est une phrase, c'est confucianiste ou bouddhiste, je me rappelle plus, mais l'origine, c'est très ancien et c'est côté asiatique. Il y a une définition de l'humilité que j'aime beaucoup, c'est que l'humilité ne consiste pas à se considérer comme inférieur, mais Mmh. à être affranchi de l'importance de soi. OK, OK? ouais. Et en fait, j'essaye d'appliquer cette phrase dans ma manière d'enseigner ou de Mmh. coacher. Parce que forcément, quand on est enseignant, on en sait 1000 fois plus que les étudiants qu'on a en face de nous. Oui, ça c'est un Voilà. fait. Sauf que si on vomit, ses connaissances avec mépris sur les étudiants, Mmh. ils vont très mal le vivre et c'est pas du tout pédagogique. Ouais. Du coup, le fait d'essayer de faire abstraction de ça, d'essayer d'élever les étudiants au même niveau que soi. Ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que voilà, vous êtes mes futurs collègues, donc je vais pas commencer à vous engueuler en vous disant, «Ouais, tu prends 2 heures de colle» ou «Barre-toi de mon cours, sale con». Ça a pas de sens, tu vois? En fait, en essayant d'élever les étudiants au statut d'adultes, de professionnels ou de futurs, collègues, et ben, quelque part, j'efface un peu mon statut de prof, donc Mmh. en ce sens-là, je suis humble, mais hem, comme j'ai quand même des trucs à leur enseigner, je suis affranchi de mon importance, mais je me considère pas comme inférieur. Il faut quand même que je leur transmette quelque chose. Bien sûr. Donc, tu mets ton ego au service des élèves et pas les élèves au service de ton ego. En gros, tu Ouais, utilises pas tes élèves pour te faire mousser, quoi. exactement, Ouais, et je fais ça dans tout j'essaie de faire ça dans mes 3 métiers. OK. Les élèves que tu as, ils ont quelle tranche d'âge, Vincent? Alors c'est très variable parce que comme c'est du supérieur, tu as aussi la reconversion. Bon, la Ouais. majorité ont, entre 18 et 23 ans, 24 ans, Mmh. et parfois j'en ai quelques-uns qui sont plus âgés, qui ça peut monter. J'ai eu une étudiante de 52 ans, OK, mais d'accord. bon, c'est la reconversion. Oui, oui, bien sûr, mais, et cette approche, pédagogique,
avec tes élèves, est-ce que c'est quelque chose que eux te signifient en fin de formation ou ils viennent vers toi en disant: «Ah, je sais pas, ils t'appellent monsieur Foulonneau ou Vincent», et ils te disent: «Ah, franchement avec toi ou avec vous les cours sont plus cool» ou, «On voit quand même la différence, tu es ultra passionné». Enfin voilà, tu sens le retour? Alors, Fais-toi un peu ah, mousser. alors, dans le domaine de la nutrition, pas nécessairement. Mmh mh. Ils aiment bien les échanges qu'on a, mais après ça fait partie de la matière, hein, d'échanger, donc ils trouvent ça cool. Dans le domaine de l'environnement, beaucoup plus, parce que comme j'enseigne les mathématiques et que c'est une matière qui est, heu, marquée, de la croix du diable, pour beaucoup d'étudiants qui sortent du lycée, malheureusement, les pauvres, Ouais. ils sont traumatisés avec ça. À raison, je pense, en partie. Il faut que je La problématique que j'ai sur 2 ans avec eux, voire 3, c'est de leur redonner envie, leur redonner confiance en eux-mêmes par rapport aux mathématiques, Mmh leur mh. redonner cette, envie de travailler les maths et de se dire: «OK, bah, je peux faire des maths comme n'importe qui, c'est pas si dur que ça». Et par rapport à ça, j'ai beaucoup d'étudiants qui me font des retours à la fin des études, une fois qu'ils ont eu leur BTS, de gestion et de protection de l'environnement, avec des bonnes notes en maths, qui me reviennent me voir, me disent: «Merci pour les cours que tu nous as donnés en maths parce que ça nous a redonné confiance». OK. Ouais. Donc ça, c'est cool ça. OK, j'aurais beaucoup aimé avoir un prof de maths, avec cette mentalité-là parce que, ben, je suis moi-même marqué de cette croix-là, à cause de mon parcours scolaire avec des punchlines de: «Mais est-ce que tu as laissé ton cerveau à la maison?» ou, Mmh. «Bah, en fait, de toute façon, tu es nul, donc cherche pas à t'améliorer». Mais OK, c'est Ouais. cool de savoir ça. Selon toi, et j'aimerais bien avoir ton avis, puis j'avais pas du tout pensé à te poser la question, mais vu qu'on en parle, qu'est-ce qui fait chez une partie des profs, hein, pas tous et pas toutes évidemment, mais qui crée «Je me fais chier à enseigner et donc tu vas te faire chier à suivre mon cours». Bah, c'est très simple ça. C'est pas du tout compliqué. Hem, Bah, je vais prendre les maths. Pendant les maths. Tu tu es un jeune garçon qui est très fort en maths sans trop travailler, au collège et au lycée, OK. et tu as une appétence pour l'enseignement. Mmh mh. Tu fais des études en maths, tu vas à la fac, tu fais des maths à la fac et tu es entouré par des gens qui adorent les maths Mmh mh. et toi-même tu adores les maths. Puis ensuite tu fais, un master MEF, alors ça c'est en France, mais en gros Mmh. tu fais les études qui vont t'amener à devenir enseignant, à être diplômé pour être enseignant au collège-lycée. OK. Du début de ton envie, pendant tes études, jusqu'à la fin de tes études, tu n'es entouré que par des personnes qui sont brillants en maths ou qui adorent les maths, à minima. Mmh mh. Et quand tu retournes au collège et au lycée pour enseigner, là, tu es confronté à des étudiants ou des enfants qui n'ont pas forcément cette appétence pour les mathématiques. OK. Et donc, même avec la plus grande bienveillance du monde, la plus grande pédagogie du monde, c'est compliqué pour quelqu'un qui est doué dans un domaine de se mettre à la place de quelqu'un qui déteste ça et qui ne comprend rien et qui n'a pas les mêmes problématiques d'appréhension technique des mathématiques. Mais donc en fait, toi, tu es câblé bizarrement parce que tu arrives à le faire, c'est ça? Alors non, je suis pas câblé bizarrement. Hem, alors moi, il s'avère que je suis un c'est pas un peu particulier parce que j'adore les maths depuis que je suis petit. Je suis Mmh très mh. fort en maths depuis que je suis petit, mais je voulais absolument expliquer ce que je comprenais, ce que je trouvais fascinant, à, ma mère et mes Mmh. grands-parents, et ma mère ne comprenait rien. OK. Donc du coup, malheureusement, ça m'a for alors heureusement et malheureusement, ça m'emmerdait. Du coup, je me disais: Ça vient de moi, je dois mal expliquer le truc». OK. En fait, je partais du principe quand j'étais petit, ce qui est finalement pas un mauvais principe, que si quelqu'un ne comprend pas ce que je dis, c'est parce que je l'exprime pas de la bonne manière. Belle ouais, oui, 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 Voilà, oui, je peux pas voilà, et c'est du un coup fait. alors parfois les gens en face sont complètement cons, mais Mais Aussi. bon, mais a priori, c'est souvent ça vient de soi. Mmh mh. Donc pendant des années, j'ai travaillé, ma pédagogie pour expliquer des choses simples en maths à ma mère et j'y arrivais parfois pas. Mmh. En faculté, je il y a eu une j'ai observé ça de manière fracassante, c'est certains profs avaient des qualités pédagogiques exceptionnelles. On comprenait tout à ce qu'ils disaient sur des sujets qui étaient extrêmement compliqués, qui normalement sont très compliqués en physique théorique. Mmh. De la mécanique quantique, de la relativité d'Einstein, trucs comme ça, donc des trucs normalement qui sont très compliqués, même quand on est dedans. Mmh mh.
pas seulement pour le grand public et d'autres profs qui sont censés enseigner des choses simples, de mécanique et cetera et on ne bite rien parce qu'eux-mêmes, en fait, probablement ne comprennent pas ce qu'ils disent ou ne sont pas totalement, imbibés de leur matière OK. et du coup, alors en plus, heu, même si moi j'étais bon en maths au lycée, j'ai pas eu trop de réflexion, encore que, à la fac, j'en ai pris mais plein la gueule, en physique du style, Mmh. par exemple, une fois en TD de physique, de c'était quoi? C'était mathématiques, pour la physique, heu, j'étais au tableau, puis à un moment donné, il me fait: «Beh, ça vaut combien?» C'était tangente de pi sur 7. Je fais: «Ah bah, je sais pas là, laissez-moi 2 secondes» et en fait, le mec m'a laminé au tableau parce que je savais pas calculer de tête comme ça tangente de pi sur 7, en un clin d'œil. Parce que c'est des trucs qu'il faut savoir faire à un certain degré. Bon, tangente de pi sur 7, c'est un peu abusé quand même, hein. OK. Bon bref, mais J'essaie même pas d'y réfléchir parce que sinon mon cerveau va cramper puis je vais pas pouvoir parler le reste du podcast. mais non, mais c'est des en fait, c'est des astuces, c'est comme des semi-techniques qu'on a dans le sport, si tu veux, te faire un arraché, ça paraît compliqué au début, puis en fait, Mmh. quand tu connais les semi-techniques, ça va. OK. Bah, c'est pareil avec ces trucs-là, il y a rien de OK. spécial par rapport à ça. Mais bon, bref, du coup, je me suis fait laminer et les profs parfois avaient un très grand plaisir à nous défoncer. Une anecdote rigolote, c'était encore d'ailleurs, c'était avec ce même prof-là, ce type, hein. On l'appelait l'incube, un incube, c'est un démon. Il arrive un jour en classe, il nous dit pas bonjour, il nous dit juste: «Bon, aujourd'hui, j'ai envie de montrer ma supériorité par rapport à vous». Je fais: «Ah, Waouh! Ah, ça qu'est-ce qui donne le ton. qu'est-ce qui va se Sympa le passer encore cours. aujourd'hui?» C'est ça. On est une trentaine dans la classe, à peu près. Il regarde le premier, il le pointe du doigt, il fait: «Toi, un au carré». Alors, l'étudiant est là, imagine, on est en troisième année de physique théorique, on a des doutes parce qu'on ne sait pas ce qui va nous planter, tu vois? Mmh mh. Et le mec, il fait: «Ben, 1». Le mec, il applaudit comme ça. C'est le silence, c'est extrêmement cringe. «Toi, 2 au carré». 4, toi, 3 au carré, 9. Et là, on comprend le truc, c'est qu'il va interroger tous les étudiants, sauf qu'on est une trentaine. Alors moi, ça allait, j'étais en première ligne, mais les mecs derrière, qui soient 13 au carré, 14 au carré, 22 au carré et cetera, faut qu'ils répondent au tac au tac. Ouais, Et en physique, on n'a pas de calculette. OK. Donc c'est ce genre d'ambiance qu'il y avait dans les classes, Ah tu vois? sympa. Ouais. Tout ça pour dire que, du coup, j'ai pris conscience du fait que, c'était très important d'être pédagogue et qu'il faut savoir se mettre à la place des étudiants, que moi-même, j'ai été dans une situation où j'ai été en très grande difficulté, Mmh mh. à cause des profs ou à cause de ma propre, fainéantise à travailler et donc c'est très important, du coup, de transmettre cette envie de travailler Mmh mh. et alors pour ça, il y a tout un tas d'outils pédagogiques qui existent depuis très longtemps, qu'on peut mettre en place, mais que ne mettent pas forcément en place les profs parce qu'ils trouvent ça, inutile, ou alors parce que comment te dire? Ils ne voient pas l'intérêt de décortiquer suffisamment la problématique à des degrés, en fait, qui correspondent aux difficultés des enfants. Mmh. En fait, pour eux, leur base, c'est déjà trop élevé par rapport à ce qu'ont besoin les enfants et ils voient pas l'intérêt de descendre en dessous de ces bases-là. C'est ça la difficulté. OK. Si je fais le transfert au coaching sportif, tu as une personne qui est extrêmement sédentaire et au lieu de lui donner, un box squat assisté avec les mains posées sur une barre pour se relever, tu lui donnes un air squat, mais elle se pète la gueule. Ouais, ou un squat à 50 kilos. Ouais, OK. C'est, Et donc pour être un bon prof parce que, ben, dans les gens qui vont écouter le podcast, il y aura peut-être des profs, des formateurs, il faut une bonne dose d'humilité. mmh, Heu et ce serait quoi les 2 ou 3 autres, heu, hard skills ou soft skills qui te permettraient d'être un bon formateur ou un bon prof selon toi? il faut une très grosse empathie, OK. heu, parce qu'il faut pouvoir se mettre à la place des étudiants et aussi ne pas trop les sermonner quand ils comprennent pas. Mmh mh. Heu, plutôt les encourager, avoir une en fait, alors donc l'empathie est très importante et le renforcement positif. Le renforcement positif, c'est des injonctions positives Mmh. qui permettent aux étudiants, même s'ils ont échoué, de leur dire qu'ils sont dans la bonne direction, ce qui leur donne envie de repartir. OK. Imagine tu entraînes quelqu'un, il fait je sais pas moi, il doit faire un 100 mètres en course à pied en moins de 13 secondes, ce qui est très bien d'ailleurs et puis il fait 13,50. Mmh mh. Bah, tu lui donnes quand même ce sucre pour lui dire: «Voilà, tu as fait ça qui est bien, ça qui est bien, ça qui est bien».
faut pas lui mentir. Tu lui dis bien sûr: «Bon voilà, ça, il faut l'améliorer et cetera», mais tu pointes du doigt les éléments positifs et tu dis: «Voilà, ça, c'est la base et ces briques-là de base vont te permettre ensuite de corriger d'aider à corriger d'autres points qui sont négatifs». Mmh. Ça, c'est du renforcement positif. Alors que beaucoup de profs, heu, ont tendance, en tout cas au lycée, mais c'est un peu le cas à la fac, à faire des injonctions négatives. C'est-à-dire que tu as échoué et Heu, sous, un angle d'attaque, sous le prétexte de dire que voilà, tu as échoué, au lieu de dire que tu as presque réussi, Mmh. ils vont te dire que tu as lamentablement échoué, d'une manière un peu détournée OK. et c'est toujours quelque chose qui est très douloureux pour l'ego et c'est clairement pas quelque chose qui te donne envie de, de repartir à l'attaque de cette matière, ou cette problématique-là. Mmh. Alors, en France, il y a des profs qui vont te dire: «Oui, mais c'est partie de la pédagogie, les enfants, ils doivent s'endurcir et cetera et cetera». Oui, mais espèce de connard. Si moi je fais ça avec toi dans un truc pendant 1 an, 2 ans, parce que les études c'est long, ça dure des années. Bien Si sûr. tu fais des injonctions négatives pendant 10 ans, je suis pas sûr que tu aimes simplement étudier après ces 10 années. Ouais. OK. D'accord. Point, c'est oui, bah, valoriser ce qui a été fait, même si c'est pas incroyable, Mmh. tout en mettant en évidence les points d'amélioration, mais sans les exacerber et puis sans venir taper sur la tête de la personne que tu as en face de toi avec. Oui, oui. Bah, tu vois, par exemple, quelqu'un qui échoue sur un arraché en haltérophilie à Mmh mh. 70 kg, est-ce qu'il échoue dès le début? Est-ce qu'il peut pas soulever la barre? Ou est-ce qu'il échoue parce qu'il a du mal à passer sous la barre, parce que la barre est pas droite et cetera? Les points positifs, c'est qu'il a la force pour l'arracher. Peut-être que le point négatif, c'est qu'il termine pas droit, parce qu'il fixe mal et Mmh. cetera. Mais si tu lui dis, «Non mais mec, va jouer, au fais du ping-pong, mais passe à autre chose mec, hein, à un moment donné, ça sert à rien de s'obstiner, hein. Tu n'es pas fait pour ça. Tu n'as jamais été fait pour ça. Tes parents te l'ont pas dit?» Ah ouais, ouais, non, mais j'entends, en filigrane, ce que j'ai pu entendre pendant ma scolarité qui a été, un petit peu compliquée. Mais, effectivement et je trouve une autre chose qui est importante, et tu me diras si tu y vois de l'intérêt, mais c'est justement de faire comprendre aux élèves la mise en pratique de ce qu'ils sont en train d'apprendre, pas que ça reste quelque chose qui est complètement abstrait. Ouais, ouais, bah, je dirais que c'est le troisième point, le Mmh mh. plus important. Moi, c'est typiquement totalement ça en maths qui me permet de de détruire les appréhensions de mes étudiants. Mmh. Hem, Bah, juste d'ailleurs un petit point avant que j'oublie, à propos de ce que je viens de dire juste avant Mmh. concernant l'empathie et les injonctions positives. Si vous êtes capable de dire à voix haute des injonctions négatives à votre classe d'étudiants et que les étudiants se mettent à rigoler, c'est que vous avez gagné leur confiance et que vous avez une bonne relation, une bonne dynamique de travail avec eux. OK. Parce que vous savez, ils sont persuadés que vous êtes là pour eux, pour leur faire du bien d'un point de vue de la communication, que vous êtes très positif avec eux, donc ils sont heureux d'être là avec vous. Et quand vous faites des injonctions négatives pour rigoler, hein, évidemment que c'est pour rigoler, ils vont en rire et ça va mettre, une bonne ambiance dans la classe. OK. Voilà, C'est ça un bon test. Donc en fait, si ah, tu fais une injonction négative et que c'est un flop, c'est qu'il y a un truc à améliorer. ouais, OK. exactement. Et alors par rapport aux exemples, en fait, alors ça c'est la théorie de la pédagogie, mais typiquement dans le domaine francophone, la pédagogie est dite élitiste Mmh mh. parce qu'on part de la théorie et ensuite on arrive aux exemples, une fois qu'on a abordé la théorie. Mais c'est probablement la pire manière de procéder pour le cerveau. Puisque, en pratique, et c'est vrai aussi dans le domaine de la recherche, on part d'exemples concrets, on travaille les exemples concrets et on en arrive à une théorie que l'on élabore. OK. Ça, c'est la science et on devrait faire pareil à l'enseignement. C'est-à-dire qu'on part des exemples et ensuite on arrive à la théorie. Ça, c'est la méthode anglo-saxonne, Mmh mh. en général, appelée comme ça et moi, c'est ce que je pratique en maths et ça marche beaucoup mieux avec les étudiants. Mais je sais pas pourquoi, alors, enfin, peut-être parce qu'on leur a dit de faire comme ça et qu'ils sont formatés à faire comme ça, mais il y a beaucoup de profs qui sont plutôt dans la méthode francophone. On fait la théorie d'abord, donc les étudiants sont là: «Qu'est-ce que c'est que ces concepts à la con, Comment est-ce que le cerveau peut percuter un truc s'il ne voit pas l'application directe?» Alors pareil, les mêmes profs qui vont te dire: «Oui, il faut qu'ils s'endurcissent les étudiants», et ben, ils vont te dire: «Oui, mais les étudiants, faut pas que tout leur vienne comme ça naturellement, il faut qu'ils s'endurcissent». Mmh mh. Écoutez, vous voulez faire des cailloux ou vous voulez faire des gens intelligents? Mmh mh. Tu vois?
C'est ça Ouais, le ouais. problème. Donc voilà. Ouais. Surtout que si on regarde, le fonctionnement de la nature, et comment, par exemple, les animaux enseignent à leur progéniture, c'est une notion de pratique, de jeu, et si on réfléchit à la manière dont on a évolué, bah, en fait, j'observe l'autre, je fais avec, j'accompagne, on me corrige, mais c'est tout le temps dans une dynamique de terrain et d'applicabilité directe. Ouais, mais alors, tu dirais ça à mes profs en physique théorique, ils vont te dire: «Ouais, mais on n'est pas des chimpanzés, on s'est élevés, on est descendu de l'arbre et on a trouvé la lumière». Oui, mais le fond, il reste quand même que c'est comme ça qu'on fait depuis plus longtemps que de manière élitiste et théorique. Il me semble en tout cas. Ouais, alors, je vais te répondre de manière ironique par rapport à ça. Un des profs, heu, un des pires profs que j'ai eu dans mes études s'appelait, Claude Aznavour, qui d'ailleurs maintenant est décédé. Mais, c'était un très grand physicien théoricien, spécialisé dans la mécanique quantique et qui a terrorisé des générations en mécanique quantique. Et un jour, j'avais été convoqué dans son bureau parce que j'étais délégué de la licence et qu'on avait tous pris des cartons, enfin des cartouches à un contrôle. Et il fallait que, je sais pas, il voulait me dire un truc par rapport à ça et que ensuite je retransmette au groupe. J'arrive dans le bureau et bon, il me sermonne un petit peu. Et en fait, sur un coin de ce bureau, il y a une photo, un encadré Mmh mh. d'un chimpanzé. Et dans le haut de l'encadré, il y a une petite photo de sa petite fille, toute petite photo. OK. Et il me la montre, il me dit: «Tu vois ça? J'adore ma petite fille, mais avant tout, je sais que c'est de ça qu'elle descend». Mmh mh. Et le type, il me sort ça de nulle part. Je dois faire quoi avec ça? Et après derrière en injonction et en gros, il nous a sorti qu'on descendait tous de ça et que, si on veut être des êtres humains un peu dignes, il faut qu'on soit capable de calculer, des résidus, de la théorie des résidus en analyse complexe en maths, des trucs comme ça. OK. Bref, ça c'est une injonction négative ça. Ouais, ouais, j'avoue. Hem, du coup, voilà, l'argument il va être là, c'est que vraiment pour une raison, je pense que c'est fondamentalement de l'ego. C'est ceux qui sont assez intelligents peuvent comprendre directement la théorie et pas passer par la pratique et Mmh faire de mh. la pratique après. Et ceux qui sont pas assez intelligents, ça sert à rien qu'on s'occupe d'eux de toute façon parce qu'au bout d'un moment, ils vont abandonner, ils vont lâcher. Mmh mh. Mais c'est une prophétie autoréalisatrice Ouais. puisque forcément à force de faire ça, il y a des gens, ils vont abandonner. Mmh mh. Moi-même d'ailleurs, j'ai abandonné puisque je fais pas de la recherche en physique théorique. Ouais. Je retrouve ce parallèle dans heu, moi initialement, je viens des sports de combat et dans la préparation physique, dans les clubs de sport de combat, Mmh, en fait, c'est juste, ben, en gros, vous allez vous entraîner jusqu'à ce que le dernier soit debout. Et on aura déclaré que le dernier qui est debout après avoir fait 3000 pompes, 6000 abdos et puis, monter et descendre des escaliers pendant 36 heures, bah, en fait, ce sera lui le meilleur et on passe peut-être à côté de très bons profils, juste parce qu'on n'a peut-être pas su les encadrer, de manière plus individualisée ou plus personnalisée. ça c'est la loi de la sélection naturelle. Ouais. C'est une autre façon de sélectionner les meilleurs ou un autre biais de sélection chez les profs ou les entraîneurs. Mmh. OK. C'est, je pensais pas du tout qu'on allait partir dans cette direction pour cette première partie du podcast, mais, j'ai trouvé ton propos, à la fois intéressant et encourageant, pour donner une direction aussi dans la manière dont on peut amener la pédagogie et valoriser l'effort fourni par les gens qu'on a en face de nous, même si l'objectif est pas 100 Mmh. atteint. Vincent, merci. Mmh. Il y a une chose dont je voulais parler avec toi, on peut voir ça à travers, le prisme du podcast que tu as fait avec Sean sur le dopage, Ouais. que j'invite tout le monde à aller regarder, de prendre 2 heures et demie de son temps, largement investi, par rapport au retour que vous allez en avoir. Hem, Quand tu dois préparer quelque chose dans ce style-là, quelle est ta mécanique de travail? Et je te pose la question pour toutes les gens qui ont aussi appétence à créer du contenu, Mmh. peut-être des formations, écrire des articles. Comment est-ce que toi tu fonctionnes dans, ta méthodologie sur la création de contenu? Et prenons l'exemple du coup de ce podcast. Ouais, alors ce podcast, ça a été compliqué.
Alors c'est pas vraiment un podcast au sens classique du terme parce Oui. que ça a plus été une présentation de ma part avec Mmh. parfois des questions de chaîne, un peu comme un cours magistral. Heu parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire et c'était très compliqué de faire autrement. Alors dans le problématique du dopage en particulier là, c'est pas une problématique que vous aurez forcément avec les sujets que vous allez traiter, c'est que c'est illégal Mmh. et donc c'est pas forcément évident d'avoir des informations là-dessus. Je me suis embêté, l'année précédente à aller interviewer, parce qu'en fait, on m'a demandé de faire un cours sur le dopage dans mon école OK. et moi j'aurais dit: «Bah, je veux bien, mais j'y connais rien». Mmh. Donc je vais me débrouiller, puis je vous dirai si je peux faire ou ça ou pas à la fin de l'été. Et pendant tout mon été, je suis allé voir des gens qui se dopaient, pour avoir leur retour. OK. J'ai fait une approche, de terrain pour ensuite aller dans la théorie. C'est des gens que tu connaissais directement ou c'est des gens que tu connaissais pas forcément et Pas vers du qui tout. tu es allé? Je OK. je connaissais aucune de ces personnes-là, donc et en fait, par des processus par des connexions, par des gens que je connaissais, des amis et Mmh. cetera, je suis allé, à la rencontre de ces gens-là. Je leur ai dit: «Voilà, c'est vraiment dans» je les ai prévenus par message que c'est dans une attitude bienveillante et non de jugement, que Mmh. je voulais simplement, pardon, apprendre le plus de choses possible par rapport au dopage. OK. Ce qui m'a donné l'air du coup, d'un certain point de vue, un certain insight, d'un point de vue sociologique sur ce qui se passait dans ce milieu-là. Et donc j'ai pu, interviewer, 5-6, personnes par rapport à ça. Mmh. 5-6, ouais, un truc comme ça. Et donc de là, j'avais une espèce de base d'information et c'est là maintenant qu'entre la science, on va vérifier ces informations avec la théorie. OK. Alors, le problème, c'est que, aucun article scientifique, ça n'existe pas, met en place des protocoles expérimentaux pour voir des améliorations de performance à des dosages supraphysiologiques qui sont dangereux pour la santé, Ouais, parce que c'est non éthique. ça paraît logique. Voilà. Par exemple, donc le taux de testo d'un individu normal par semaine produit, c'est entre 50 et 90 milligrammes. Il y a des gens qui sont à 2 grammes par, Ouais. voilà et voilà. C'est assez Mmh. courant en réalité, Ouais. hein. Donc du coup à 2 grammes forcément, aucune étude ne mettra ça en place. Donc c'est compliqué. Heu, il faut faire un travail, d'épluchage, ardu parce qu'il faut aller récupérer, soit des études épidémiologiques, soit des références historiques, soit des articles historiques, soit des articles qui ont été faits non pas sur l'humain, mais sur des animaux, pour essayer de commencer à comprendre un peu la mécanique de tout ça et avoir un point de vue global. En faisant ça et franchement, j'ai presque fait un burn-out là-dessus, hein, parce que c'était compliqué. Je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse en fait, je comprenais du coup un peu mieux la mécanique, parce que sur le Mmh. plan endocrinologique, sur le plan hormonal, c'est pas si compliqué que ça le mécanisme. OK. Mais par contre, ce qui est compliqué, c'est peut-être le pourquoi. Pourquoi est-ce que les gens font ça? Mmh. Et et en fait, à force de lire et d'éplucher les articles scientifiques et notamment des articles historiques sur le sujet, je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça. C'est pas simplement pour gagner. Il y a aussi des appellances, d'égocentrisme ou des appels au dopage par les médias. Mmh. Donc j'ai épluché dans cette direction-là et c'est là que je me suis rendu compte des effets de l'un des du monde de l'influence, des Mmh. influenceurs, mais du cinéma également. Ça a été c'est donc j'ai fait une, frise chronologique de ce qui s'était passé, en voyant le dopage à différents moments de l'histoire. Heu, alors bon, à l'Antiquité, c'était pas les mêmes problématiques, mais Bien sûr. au cours du XXe siècle et du XXIe siècle, ces choses-là, pour le coup, ont explosé, hein, ces mécanismes d'influence et du coup, je me suis rendu compte que pour correctement expliquer le dopage, il fallait que j'explique les modes d'influence. Donc il a fallu que j'aille décortiquer, l'explosion d'Instagram, des réseaux sociaux et cetera, hem, plutôt sous l'angle un truc facile à faire quand on fait ce genre de choses, c'est de voir où est l'argent, où va l'argent. Mmh. C'est un de mes meilleurs potes, Gabriel Pilon, qui est économiste de formation. Il me dit: «Bah, si tu veux faire ça, bah, tu regardes où va l'argent, où est l'argent, d'où vient l'argent». C'est une manière simple de fonctionner et ça marche très très souvent très Mmh. bien et en faisant ça, du coup, ça m'a amené à construire un espèce de cours magistral très large en termes de champ disciplinaire qui mélange de la sociologie, de la démographie, de l'histoire
bien sûr de la science, de l'endocrinologie et de la psychologie et c'est ce qui, du coup, de manière condensée, a créé le podcast. OK. Est-ce que, au final, c'est, un espèce de fil d'Ariane où tu commences à dérouler ton fil en te disant: «Ah bah, voilà, je vais parler de, bah, de l'aspect endocrinologue» et finalement, tu te rends compte que c'est beaucoup plus Mmh. complexe. Ça a vraiment, tu as vraiment eu ce sentiment-là de: «En fait, s'il faut que si je veux faire un produit fini qui est bon et qualitatif, il va falloir que je pousse beaucoup plus loin mes recherches»? Ouais et alors, une bonne analogie, c'est, alors je sais pas si tu as déjà mangé un opéra, tu sais la pâtisserie? C'est possible. Ou un millefeuille Ouais, sinon, hein. millefeuille, OK. Oui, On va ça oui. prendre un millefeuille. Le millefeuille, qu'est-ce qui est bon dans le millefeuille? C'est pas juste une couche, c'est le craquement de plusieurs couches qui s'accumulent OK, et souvent un sujet prend tout son sens lorsqu'il est attaqué par plusieurs bords différents. OK. Sauf que c'est très compliqué de faire ça en général parce qu'on est spécialiste que de un ou 2 sujets. Mmh mh. Moi, mon truc, c'est les licences cellulaires, donc j'aime bien la mécanique cellulaire, mais la sociologie, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué pour moi. Mmh. Mais si j'arrive à me transcender dans mon approche et en prenant toutes les pincettes qu'il faut, en prenant le temps et en essayant d'avoir un apport sociologique, historique, parfois sociopolitique, en plus de ma discipline spé à moi, et ben, on le le cours n'est plus simplement un cours magistral, Mmh mh. mais une pâtisserie qui se déguste. Mmh. Oui, C'est ça effectivement, l'idée. j'avoue. Ouais, c'est OK. Le nombre d'heures de travail que tu as consacré pour construire, ce millefeuille? Ah, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas. OK. J'y ai travaillé pendant, 1 an et demi, Ah voilà, OK. mais alors j'ai d'autres trucs à Bien côté, sûr. mais je sais pas trop. En OK. fait, moi, je compte pas mes heures, je fais juste le truc jusqu'à ce que ça me Ça tu sois satisfait? voilà, c'est ça, ouais. OK. C'est une belle preuve d'investissement personnel, au service de la transmission de connaissances. Hem Du coup, pour ton livre qui n'a rien à voir avec, le domaine du sport, Ouais. est-ce que tu peux nous en parler? Moi, j'ai été lire le résumé sur, je crois que c'était sur Amazon. Mmh. Heu, J'avoue que ça suscite l'intérêt. Hem, c De quoi est-ce que tu parles et surtout pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre? Alors, je vais d'abord te parler de quoi ça parle, dire de quoi ça Mmh. parle et C'est ensuite c'est toi te qui c'est toi qui choisis l'ordre dans lequel tu as envie d'amener ça. OK, OK. Alors, donc c'est une mythologie. Une mythologie, ça signifie qu'il y a un rapport entre les dieux et les humains. Donc il y a OK. forcément des dieux quelque part et des humains quelque part. Heu, Mon angle d'attaque est le suivant, c'est que les dieux se font une guéguerre entre eux. Il y a 2 camps essentiellement, heu et au bout d'un moment, ils en ont marre parce que comme il y a une guerre, il y a forcément des morts parmi les dieux. Ils en ont marre de se taper dessus. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils créent une créature, aussi intelligente qu'eux, mais sans les pouvoirs, sans la puissance. Ce sont les humains et ils vont projeter cette guerre au travers d'eux, OK. OK? Comme d'un côté tu as entre guillemets «le bien», de l'autre côté entre guillemets «le mal», que je détaille mais ça a pas d'importance là. Heu, En fait, le propos du livre ou des livres, parce qu'il y en a plusieurs, mais là c'est comme ça que je l'ai écrit, c'est que le dualisme, la morale n'est pas quelque chose qui est inhérent à l'être humain, mais est en fait induit par les dieux qui projettent leur guerre au travers de nous. Et toute la Mmh. problématique des humains va être de se libérer de ce dualisme pour se libérer de l'influence des dieux Mmh. et peut-être atteindre une forme de sagesse supérieure. C'est ça le propos fondamental. OK. Après, si je traite de ce sujet-là, qui est un sujet que j'aime beaucoup d'un point de vue de la morale et de la philosophie, qui est très complexe, en fait, ça va intéresser, peut-être 15-20 personnes, 100 personnes en France. Donc, Mmh. c'est beaucoup plus intéressant d'écrire ça sous la forme d'un roman de fantasy rigolo avec, des monstres, des créatures, des pouvoirs, et de l'humour, Mmh. plutôt que d'en faire un essai philosophique pur. Oui, je La te la rejoins. pédag la 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 pédagogie. pédagogie, encore une fois. Bon, donc ça, c'est le propos du livre. Maintenant, comment j'en suis arrivé à construire ce livre? À la base,
En fait, cette histoire, j'ai commencé à l'inventer quand j'étais petit. En fait, on a tous un monde imaginaire quand on est enfant. Moi, simplement, je l'ai gardé et je l'ai nourri et complexifié. En fait, j'ai vraiment le tout début, ça devait être quand j'étais en sixième. J'ai construit mon histoire de manière de plus en plus complexe jusqu'à la fin du lycée et puis, quand je suis arrivé à la fac en physique, et en fait, je pouvais plus garder ça en tête parce que j'avais tout par cœur dans ma tête. Je me suis dit: «Il va falloir que j'écrive ça quelque part». Donc j'ai vomi tout ce que je savais pour me vider la tête pour faire mes études. Ça a donné, 800 pages, un truc comme ça, de contexte juste et après, ben, pendant mes études, j'étais là: «Bon, bah, très bien, ben, en fait, je pourrais faire un truc intéressant», donc j'ai reconstruit encore par-dessus ça. Mmh. Mais le processus initial, c'était simplement, quand j'étais petit, c'était très naïf, c'est que en gros, voilà, je regarde Harry Potter, je regarde Star Wars, je regarde un manga, je regarde Naruto, One Piece et je trouvais ça un peu con que alors c'était naïf, hein, Mmh. mais je trouvais ça un peu con que, les auteurs ne se soient pas concertés pour mettre en réunion les pouvoirs. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a pas de chakra dans Star Wars? Pourquoi est-ce qu'il y a pas de magie dans Naruto comme à Harry Mmh. Potter? Et cetera, et cetera, et cetera. Donc je me suis dit: «Bah, fort bien». Enfin, j'ai pas dit ça comme ça à l'époque, hein, je dis ça avec mes mots. Je me crée un univers entier avec des dieux, des humains, et cetera, où je vais mettre absolument tous les pouvoirs existants, donc de la magie, du chakra, de l'énergie spirituelle, et cetera, et cetera, et cetera. Et dans ce bloubli-boulga, je vais commencer à faire des tests. Donc je vais tester des personnages qui ont tel et tel pouvoir versus d'autres personnages qui ont tel et tel pouvoir. Donc ça a été un peu comme une espèce de un très gros simulateur. Ça m'a permis de créer des personnages et puis, en fait, je me suis rendu compte que, bon, c'est bien mignon d'opposer juste des pouvoirs les uns entre les autres, mais ça reste vide s'il y a pas d'histoire, s'il y a pas Mmh. d'enjeu. Donc je me suis dit: «Bah, qu'est-ce qui se passerait si je prenais un de mes personnages et que je les mettais, par exemple, dans le monde de Naruto? Qu'est-ce qui se passerait? Les conséquences que ça aurait et cetera, et cetera». Donc c'est beaucoup, en fait, de tests, et à force de faire ça, je me suis rendu compte que je pouvais j'ai quand en fait, en faisant ces tests-là, je me suis rendu compte que, bah, tu vois, en mettant un personnage trop puissant, ça règle les enjeux parce que ça règle les enjeux, mais du coup, ça signifie que ça perd l'intérêt motivationnel du livre Mmh. ou du manga. Si je mets un personnage qui est trop faible, ça peut être très intéressant, mais il pourra rien faire. Donc il faut une espèce de juste milieu et comme ça, j'ai compris qu'en fait, si un personnage est trop puissant ou trop faible, c'était pas bon, tu vois? Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que il fallait pas seulement des gentils ou des méchants que méchants. Il faut des gentils torturés, il faut des méchants un peu gentils pour, avoir un espèce de spectre de réponses possibles qui est pas forcément prédictible par le lecteur ou par celui qui regarde la chose. Ce qui rend du coup, le tout plus appréciable. OK. Voilà et c'est dans cette philosophie-là, en fait, d'essai-erreur que s'est construit progressivement, mon histoire. Après, c'est assez anachronique par rapport à ce que ferait quelqu'un d'ordinaire parce que je n'ai pas de formation littéraire, Mmh. donc j'ai pas cette, formation, ce logiciel qu'ont les littéraires pour pouvoir construire un truc de manière beaucoup plus méthodique. Ça s'est fait vraiment de manière empirique, pendant des années et une fois que j'avais fait cette espèce de test, en tube à essai qui a duré, 8 ou 9 ans. Par-dessus, j'ai commencé à rajouter des couches philosophiques, moralistes, religieux et cetera et j'ai continué à faire mes thèses comme ça et j'en suis arrivé à quelque chose d'assez cohérent à peu près à mes, 27 ans. OK, donc il y a un peu moins de 10 ans. Ouais, c'est ça. D'accord. Puis j'ai arrêté pendant 4 ans parce qu'à un moment donné, j'avais pas de enfin, j'avais d'autres choses à faire et je m'étais dit: «De toute façon, je publierai jamais ça parce que je suis pas Victor Hugo». Qu'est-ce Et que ça a puis été quoi l'élément déclencheur où tu t'es dit: «Il faut que ça sorte»? alors c'est pas moi, c'est juste que pendant le covid ou juste avant le covid, j'ai une amie journaliste, qui était tombée sur un j'avais parlé de ça un petit peu et elle m'a dit: «Mais pourquoi tu le publies pas?» Puis je lui ai dit: «Bah, j'ai pas de la plume littéraire pour écrire ça, donc ça sert à rien». Et elle m'a dit: «Mais tu es con, il y a plein de gens qui sont pas Victor Hugo qui écrivent n'importe comment», Bruno Le Maire par exemple, et qui pourtant, ont désolé, hein, c'était une balle perdue. Bon écoute, je Mais mais qui écrivent n'importe comment et qui pourtant font beaucoup de visionnages. ouais. Heu, donc
Je me suis dit: «Bah, c'est fort bien». Donc je vais écrire, le premier arche parce qu'il y a 6 à 8 arches dans mon truc là. Et là, le premier arche, ça a mis 3 ans à l'écrire, ça fait 1000 pages à peu près. Mmh. Après je suis allé voir un éditeur, il m'a dit: «Bon, bah, 1000 pages, c'est trop gros, faut diviser en 2». Donc j'ai divisé en 2 et donc la moitié du premier arche, qui est le tome 1, est sorti, là, il y a un mois. OK. C'est comme ça que ça s'est fait. Incroyable la trame, historique de cette création, Ouais, je c'est un m'at peu long. je m'attendais non, mais je m'attendais pas à tu vois, ce démarrage de, ben, j'ai un monde imaginaire, quand je suis gamin et je vais le construire et je trouve ça, encourageant pour, les gens qui se racontent plein d'histoires dans leur tête et qui auraient envie d'en faire quelque chose de concret. Peut-être en fait, il faut juste se lâcher et laisser la chose aller. Hem, c'est quoi le message de fond que tu as envie de faire passer à travers cette œuvre? Alors il y a plusieurs degrés de message. En fait, c'est une mythologie et les mythologies par, construction, s'intéressent aux problèmes métaphysiques de l'être humain. Mmh mh. Le rapport à la mort, qui est très abordé dans le tome 1 et qui est abordé de toute façon tout au long de la mythologie. Le le rapport au destin et aux dieux, c'est-à-dire, est-ce que, on est destiné à faire les choses que l'on fait ou est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que les dieux existent? Et le rapport à la morale. La morale, ça correspond du coup au rapport qu'on a avec les autres, individus. Mmh. C'est ça les 3 les trois points importants et le quatrième point oh non pardon, j'ai oublié le quatrième point qui est très, très important quand même, c'est la famille, la notion de la famille. OK. Heu, D'ailleurs, je sais pas pour rien que mes personnages principaux sont, orphelins ou alors, n'ont pas tous leurs parents et cetera. Mmh. Heu, Ça amène à des problématiques ensuite de construction très importantes. Voilà, c'est ça les 4 points fondamentaux, oui. OK. Du coup, tu m'as encore plus, teasé le truc et suscité de la curiosité pour ce livre. Heu, Ça, c'est ce que tu as envie de faire passer comme message à travers le livre. De manière générale, à travers tes activités, hem, qu'est-ce que tu cherches à accomplir, Vincent? Ouais, je Alors, sais, c'est vaste. alors, ouais, je vais te répondre par une digression. De temps en temps avec mes étudiants, ce que je fais une fois par an, je f je joue à un jeu, de psychologie, pour remettre les pendules à l'heure dans leur, motivation. Je leur dis: «OK, pourquoi est-ce que vous êtes ici?» Mmh mh. Et bah, ils vont me dire: «Bah, pour faire le cours». OK, très bien. «Et pourquoi vous voulez faire mon cours là?» «Bah, parce qu'on fait des études, donc faut bien qu'on réussisse l'examen». «Très bien, et pourquoi vous voulez réussir l'examen?» «Eh beh, parce que, on veut avoir notre diplôme, et pour avoir un métier derrière». «Très bien, c'est très bien. Mais pourquoi est-ce que vous voulez un métier?» «Et parce qu'on veut gagner notre vie, «Très bien, et pourquoi vous voulez gagner votre vie?» «Parce qu'on veut acheter une maison». «Et pourquoi vous voulez acheter une maison?» «Bah, parce qu'on veut être heureux, parce qu'on veut fonder une famille, et ça, c'est ce qu'on appelle la pyramide du bonheur Mmh. et avoir conscience du haut de la pyramide, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait au quotidien, la conséquence fondamentale sur le long terme, c'est qu'on veut être heureux. C'est très, important d'un point de vue motivationnel. Mmh. Moi, tout ce que je fais, en fait, c'est pour être heureux. Après, la problématique de fond, c'est savoir ce qui nous rend heureux. Et ça, malheureusement, il y a que le temps et l'expérience et le fait de se sonder, donc l'introspection, et la confrontation à la nouveauté qui permet de savoir ce qui nous rend heureux. Et je vais me rajouter une petite épine, philosophique. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit au-dessus du bonheur. Pourquoi est-ce que l'être humain veut être heureux? Et ça, c'est typiquement des sujets qui sont traités par les mythologies. Mmh. Voilà. D'accord. Donc ce que tu cherches à accomplir à travers tout ce que tu fais, c'est être heureux, Voilà, simplement. c'est ça. Et moi, ce qui Ça me rend heureux, c'est, faire du sport, discuter avec des gens, apprendre plein de trucs, transmettre ces nouvelles choses mmh mh. et surtout beaucoup rire. OK, D'ailleurs le c'est un hein? truc important pour toi de rigoler. Ouais, je pense que, ouais, c'est des proches qui disaient ça. C'est l'humour et nous permet d'exorciser la douleur. Mmh mh. Et de démystifier, la souffrance. Un truc comme ça, quelque chose comme ça. OK. Et je trouve que c'est très important de rire de tout, et même si on peut pas forcément rire avec tout le monde, parce que ça permet de prendre du recul sur les choses et de pas forcément tomber dans, heu,
une forme d'apathie, qui est liée à une souffrance perpétuelle et inflammante pour le système. Système qui est fini, va avoir tendance à vieillir, Ouais. et du coup, transition alors d'équilibriste, amateur sur une slackline un peu bancale, mais voilà, j'étais parti dedans, donc je vais jusqu'au bout. Ta spécialité, c'est le vieillissement cellulaire. Ouais. On va aller en surface, parce qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce serait de comprendre et de le faire partager aux gens qui vont écouter le podcast, en quoi l'alimentation va avoir une influence hem, mauvaise, c'est-à-dire qu'elle va accélérer le vieillissement, ou à l'inverse, va pouvoir alors pas le stopper parce que c'est, mécaniquement, Mmh. impossible, Ouais. mais comment l'alimentation influence la vitesse à laquelle on vieillit ou pas? De manière générale, et en quoi notre mode de vie actuel, est, soit bon, soit moins bon par rapport à cette optique-là? Waouh! Ouais, Heu, je sais Vincent, je sais. hem, la question est large, Je vais peut-être un peu resserrer pour, te soutenir. merci pour ce soutien. Ouais, aujourd'hui, on peut dire que, la plupart des gens, si on regarde, le nombre de personnes dans des situations d'obésité, de base ou d'obésité morbide est quand même relativement important. C'est quasiment la moitié de la population, voire plus de la moitié de la population dans certains pays. Mmh. Hem, Est-ce que cette alimentation accélère le vieillissement des gens, et pourquoi est-ce que ça l'accélère? Attends, il faut que tu me faut laisse-moi 30 secondes Oui, parce oui, fais. qu'il faut que je réfléchisse à ma réponse. Heu, ouais. Les êtres vivants, Mmh. pour rester vivants, ont besoin de tuer d'autres êtres vivants et les absorber. OK. N'en déplaise aux véganes, malheureusement, ils sont obligés, on est obligés, les êtres vivants, d'aller tuer d'autres êtres vivants et donc de faire souffrir quelque part d'autres êtres vivants, de mettre la fin à la vie d'autres êtres vivants pour pouvoir continuer de vivre nous-mêmes. Quand tu dis être vivant, est-ce qu'on peut considérer que la je sais pas, la carotte et la salade, sont vivantes? Quand tu dis être vivant, ça englobe tout ça, hein? Ouais, OK. absolument. Un fruit qui a du goût, un légume qui a du goût, c'est un légume qui a souffert dans sa vie et Mmh. qui a eu des réponses, homéostatiques importantes pour pouvoir ensuite, s'adapter à son environnement. Et quand on aime manger des fruits qui ont du goût, en fait, on aime manger des créatures qui ont souffert dans leur vie. Bon là, je suis taquin envers les gens véganes, mais, c vous en faites pas, j'aime tout le monde, Sans j'aime distinction de régime alimentaire. ouais, ouais, j'aime bien me moquer, des carnistes et des véganes, Ouais, ouais. voilà. Bref, mais du coup, la problématique ensuite, ça va être, pour un être vivant, qu'est-ce qu'il faut manger Mmh. pour, heu, maintenir son état de santé? Et là, on en vient à une notion fondamentale qui est l'homéostasie d'un organisme, c'est-à-dire Mmh. des constantes physiologiques qui doivent rester constantes pour la santé. Par exemple, le pH sanguin se trouve entre 7,34 et 7,45. Mmh. Si vous sortez de cette, fenêtre-là, ça va avoir des conséquences négatives au niveau de tout un tas de choses au niveau dans les tissus, dans les cellules, et ça peut même amener à la mort, dans certaines situations quand on reste trop longtemps, par exemple en état d'acidose ou d'alcalose, si je me Mmh. rappelle bien le terme. Bref. Donc le corps revient toujours à l'homéostasie. Ça s'appelle la résilience homéostatique. C'est d'ailleurs un des 8 marqueurs de la santé. Il Mmh. existe 8 marqueurs de la santé, il existe 12 marqueurs de vieillissement, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est juste pour que vous sachiez que ça existe. Et lorsqu'on mange, ça c'est en fait une solution pour le système pour revenir plus facilement à l'homéostasie. Par OK. exemple, si vous venez de faire un marathon, vous êtes épuisé, heu, enfin pas forcément épuisé si vous êtes très, très fort là-dessus, mais la plupart des gens sont épuisés sur le plan physiologique après un marathon. Leur réserve, en glycogène en a pris un sacré coup. Il y a eu beaucoup de casse au niveau des fibres musculaires, donc il va vous falloir manger, des sources de glucides, des sources de protéines pour revenir à l'homéostasie. Mmh. Parce que si vous ne revenez pas à l'homéostasie alors que vous venez de faire un marathon,
vous pouvez littéralement mourir. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à la personne qui a fait le marathon la première fois, hein. C'est Mmh mh. l'histoire ça date de la Grèce antique. Le type, il a couru 42 kilomètres pour aller prévenir Athènes ou Sparte, je me rappelle plus, que sa cité se faisait envahir par des barbares et il en est mort. Heu, bref, le donc revenir à l'homéostasie est quelque chose de primordial et l'alimentation, entre autres choses, permet de revenir rapidement ou de maintenir cette homéostasie. Maintenant, la grande question, c'est quoi manger, quand manger, comment le manger? Mmh. Alors, la réponse, elle est vite répondue. En fait, en théorie, il faut faire un peu comme nos ancêtres, puisque notre corps est la conséquence, évolutionniste de centaines de milliers d'années d'évolution et on est conçu pour faire ce que faisaient nos ancêtres, il y a 100 000 ans, 200 000 ans et cetera. On a très peu évolué par rapport à nos ancêtres. Mmh. Nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils bougeaient beaucoup, tout le temps en permanence à basse densité relativement et ils mangeaient un petit peu de tout. Ils mangeaient, plein de racines, ils mangeaient des petits animaux, quand ils pouvaient et voilà et ils mangeaient pas de produits raffinés, hein. Les Snickers, ça existait pas à l'époque. Ah, je suis Ouah, déçu. alors Je suis déçu de savoir ça, mais bon, ouais, ouais, faire avec. mais moi, quand j'ai dit ça à mes étudiants, parfois, les étudiants, ils sortent de la classe. Ils disent: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Je m'en vais. Je me désolidarise. Stop. C'est ça. Donc, donc du coup, si on doit prendre des recommandations très, très simples en termes d'alimentation, il faut manger des sources de protéines, il faut Mmh. manger des fruits et des légumes, il faut boire de l'eau suffisamment et c'est tout. Voilà, C'est vachement simple, en fait, en théorie. en théorie. Mais la base, c'est ça. Si vous faites confiance, si vous êtes très proche de votre corps, si vous êtes connecté à votre corps et que vous faites attention à ne manger que des sources de protéines, des fruits et des légumes, a priori et que vous avez une activité physique régulière, à moins d'avoir des maladies génétiques et cetera, vous êtes dans la bonne direction. Mmh. Voilà. OK. Est-ce que ça répond déjà un petit peu à ta question? Oui, bah, alors si je résume, l'alimentation est un outil qui nous permet de maintenir notre corps dans une situation d'équilibre global. Ouais, Et que lors de perturbations de cet équilibre global dû à l'entraînement ou peut-être aux événements du quotidien comme le stress ou toutes ces choses-là, ouais. l'alimentation va nous permettre de retrouver cet équilibre-là. Et si cet équilibre-là, il est pas, il est en déséquilibre, pardon, pendant trop longtemps, ben, on a des choses pas forcément bonnes qui se passent. Mais du coup, est-ce que c'est aussi le cas. Admettons, on reprend l'exemple du marathon qui était intéressant. Si je vais manger des bonnes sources de protéines, des, bonnes sources de glucides, des légumes et des fruits et pas de produits raffinés, je vais retrouver un équilibre. Maintenant, si après mon marathon, je vais me taper un McDo, Alors qu'est-ce qui se passe concrètement ou, en tout cas, c'est quoi la différence? en fait, le McDo, ça contient aussi des protéines, des glucides et du gras. Donc c'est une bonne chose quand même de manger vaut mieux manger un McDo que de rien manger après un marathon, OK. clairement. De la même manière qu'il vaut mieux manger des légumes malgré le fait qu'il y ait des pesticides dessus, plutôt Mmh. que de ne pas manger de légumes. Ouais. Je sais que c'est difficile à accepter, mais c'est malheureusement le cas. En fait, la problématique qu'ont les êtres humains aujourd'hui, c'est que les aliments, on a de moins en moins d'aliments, naturels. On a beaucoup d'aliments avec des pesticides ou des aliments transformés qui Mmh. contiennent, des substances chimiques qui normalement n'ont rien à faire là, enfin qui n'étaient pas là il y a 100 000 ans et qui peuvent perturber notre système endocrinien, Mmh. perturber notre flore intestinale, perturber notre immunité et créer un stress métabolique qui, sur le long terme, devient chronique et va accélérer notre vieillissement. OK. Le problème de fond, c'est ça. Heu, alors, pour être tout à fait honnête, le truc, c'est qu'on sait que ça va dans cette direction-là, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas encore complètement à quantifier. Par exemple, on sait que les pesticides ont une influence négative sur le microbiote intestinal, c'est-à-dire sur les bactéries de notre flore intestinale, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils font. OK. Heu, donc c Ça reste à parfois, découvrir. ça reste à découvrir, ouais, c'est des sujets qui sont compliqués. Mais, alors, ouais, on pourrait parler de ça, mais globalement,
heu, plus vous avez plus vous allez avoir une alimentation transformée, plus vous allez mettre dans votre système des substances que votre système n'est pas conçu pour traiter. Mmh. Donc plus vous allez «intoxiquer» entre guillemets, même si j'aime pas trop le terme parce qu'il y a beaucoup de gens qui emploient ensuite le terme détox pour, vendre des produits à la con. Plus vous allez, encrasser le système Mmh. et ça va accélérer votre vieillissement. OK. Est-ce que ça veut dire que, parce qu'après alors, ça pourrait être le sujet d'un podcast en entier, c'est l'aspect, heu, social et sociologique de l'alimentation et du fait Ouais. de voilà, de manger. Surtout, dépendant aussi de l'aspect culturel, des endroits où tu peux venir. Hem, Moi-même, je suis moitié français, je viens de Charente-Maritime. Aucun repas ne commence sans un plateau de charcuterie ou des rillettes et aucun repas ne se termine sans avoir descendu au moins une bouteille de Pinot des Charentes. Donc c on pourrait en parler de ça, mais la finalité, c'est est-ce qu'on a quand même une marge de manœuvre ou est-ce qu'il faudrait manger 100 du temps sainement ou est-ce qu'on a quand même, voilà, c'est un espace dans lequel on peut agir? Alors là, du coup, je vais entrer un peu dans la technique. Heu, Depuis les années 2010 à peu près, la science a mis en point un outil extrêmement puissant pour, en fait, dire quelle est ton espérance de vie avec une marge d'erreur de 3 à 5 ans. OK. Ça s'appelle les horloges épigénétiques. Mmh. Ça mesure le taux de méthylation de ton ADN. Donc j'explique rapidement ce que c'est. Votre ADN, c'est une espèce de pelote qu'on trouve dans chaque cellule et dans cette pelote contient en fait tous les gènes, qui permettent ensuite de construire des protéines Mmh. pour fabriquer des trucs. Mais on ne peut pas avoir accès à tous les gènes en permanence. Il faut parfois moduler la conformation 3D de l'ADN, un peu comme un Rubik's cube qu'on modifie en fonction des besoins. Mmh. Et lorsque comment dire? En fonction de notre activité, notre mode de vie, l'ADN se met dans une conformation particulière. Ça s'appelle de l'épigénétique, ça. Mmh. Et par-dessus ça, heu, en fait, avec le temps, parfois, il y a des morceaux d'ADN qui se font méthyler. C'est-à-dire que, certains morceaux d'ADN se fait rigidifier et Mmh. donc on peut plus y avoir accès simplement. Si là, votre pelote d'ADN est trop rigide, donc trop méthylée, il est quasiment plus possible d'avoir accès à certains gènes qui se trouvent dans la pelote. Et donc forcément, si, on peut plus produire certains trucs, ben, on les cellules vont mourir et ça va amener à de la dégénérescence, voire des maladies et donc à OK. la mort ultimement. Votre méthylation de l'ADN est un excellent marqueur de, votre espérance de vie. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant on parle d'âge biologique et d'âge épigénétique. OK. Votre âge biologique, c'est l'âge sur votre carte d'identité. Votre âge épigénétique, c'est votre âge entre guillemets «réel», Mmh. d'après la méthylation de l'ADN. Qui est un marqueur comme un autre, mais il est quand même relativement précis. Et on sait, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, quantifier quelles activités, quel mode de vie, quelle alimentation permet soit d'abaisser, soit d'augmenter votre âge épigénétique. Le but étant Et de l'abaisser. ouais, voilà, vous voulez en ayant 60 ans, vous voulez avoir un âge épigénétique de 50 ans, Mmh. typiquement. Vous voulez avoir 10 ans de marge, voire Je plus si c'est m'excuse possible. je m'excuse, je te pose une question, mais parce que je l'ai sur le bout de la langue. Est-ce que Mmh. dans ces études-là, on s'est rendu compte que des personnes, par exemple, de 30 ans, d'âge biologique, avaient un âge épigénétique je sais pas, 5 ou +5, +10, +15? Ouais, complètement. OK. On se retrouve parfois, dans le pire des cas, on se retrouve avec le double. Wow. Mais OK. alors le double, c'est rarement lié au mode de vie, c'est plus lié à une maladie génétique. OK. Donc ça peut te D'accord. rassurer. En général, c'est du +15, +20 OK. max, Ça reste quand même pas mal. ce qui fait quand même assez mal, ouais. Ouais, OK. Dans ces trucs-là donc, qui permettent de moduler à la hausse ou à la baisse l'âge épigénétique, tu as donc, prendre un exemple, le régime méditerranéen. Mmh. Le régime méditerranéen permet de gagner entre 2 et 5 ans, sur votre horloge épigénétique. OK. Ce qui est beaucoup, hein, mine de rien quand même, parce Oui, que si oui. vous gagnez, 2 à 5 ans d'espérance de vie. Le fait de fumer vous fait perdre 1 an ou 2, ce OK. qui est pas tant que ça. Heu, le fait d'avoir le sida vous fait perdre 5 ans. OK. Le fait de faire la traversée de la Méditerranée quand on est un migrant, Mmh. ça vous fait perdre 1 à 2 ans. OK.
Il y a des gens, ils ont quantifié ça, je ne sais pas pourquoi. Par contre, on ne sait pas quels sont les effets des stéroïdes. Typiquement, ils n'ont pas fait d'études là-dessus. Mais parce que c'est un sujet qui est un peu touchy. Ouais, et c'est rigolo, tu vois? Ouais. Mais je suis désolé, le sujet des migrants qui traversent la Méditerranée sur des Ouais, c'est Zodiacs, c'est touchy aussi. touchy, hein. Ouais, ouais. Heu, J'avoue que c'est ouais, pourquoi aller se poser cette question? Mais OK, d'accord. Donc le ouais, régime méditerranéen pourrait aller dans le bon sens. Le fait d'avoir une activité, sportive, régulière. ouais. Alors, les activités cardiovasculaires sont très positives, peuvent te Mmh. faire gagner 2, 3, 4 ans. OK, Les activités de force, de musculation, te font plutôt perdre 1 an. OK. Alors, c'est seulement sous cet angle, cette perspective-là, parce qu'en fait, la problématique, c'est que quand vous faites de la force et cetera, vous cassez un max de fibres Mmh. et donc l'activité métabolique pour régénérer les tissus s'accélère et donc forcément, vous perdez un petit peu le potentiel de régénération tissulaire. Ce qui fait que sur la fin de vie, ben, ça peut poser problème. Mais en faisant de la force et des activités de musculation, vous prévenez de manière quasiment définitive tout ce qui va être maladie neurodégénérative. Alzheimer, Parkinson et il y en a d'autres qui sont moins connus. Du coup, ça vaut quand même le coup de faire de la force et d'être bon. Surtout qu'en Mmh. plus, structurellement parlant, alors on n'y pense plus parce qu'on est sédentaire et qu'on vit dans un monde de bisounours, mais le fait d'être solide, d'être un mur de briques, c'est quand même mieux, quand on vit dans un monde un peu violent. Mmh. Ce qui a été le cas pendant très longtemps pour l'humanité. OK. Ah oui, ça parce qu'il y a aussi cette problématique-là, c'est que là, on parle de vieillissement, de comment vieillir de manière optimale, mais il faut bien se rendre compte que, c'est des choix de «riches» entre guillemets qu'on a, de bourgeois, parce que à une époque et la difficulté, c'était simplement de survivre assez longtemps. Mmh. Donc bon, ça c'est encore une problématique. Mais, du coup, donc le régime méditerranéen, le fait de manger beaucoup de fruits et légumes, le fait de manger des sources d'oméga 3, de l'acide gras polyinsaturé, ça aide également, à vivre un peu plus longtemps. Heu, le régime vegan ou à l'inverse le régime carniste a tendance à méthyler considérablement l'ADN OK. et donc on peut perdre jusqu'à 3, 4, 5 ans d'espérance de vie à cause de ces 2 conneries-là. On va les envoyer on pourrait, tu sais, en mettre 2 énervés de chaque camp et puis les mettre en face d'une table et puis on lâche cette bombe-là au milieu et puis après on voit ce qui se passe. Ça Après pourrait être je peux t'expliquer pourquoi, hein, si tu veux. Du côté des véganes, en fait, ils ont un déficit chronique en acides aminés et en vitamine B12. mmh. Alors autant la B12, ils peuvent très bien, la récupérer avec de la complémentation, autant les acides aminés, ils peuvent pas. À moins de prendre des BCAA et cetera, mais c'est pas Mmh mh. vraiment avec la philosophie végane. Mmh. La leucine, la méthionine, la glycine sont 3 acides aminés, essentiels extrêmement importants pour le maintien du métabolisme et des activités immunitaires et s'ils sont pas présents, vous avez juste un système immunitaire qui est en état, de catharsis Et presque, ça, on le retrouve dans aucune source de protéines végétales? Alors, le truc, c'est qu'on retrouve, si, de la OK. leucine, de l'isoleucine, de la glycine dans les sources végétales, mais en des quantités qui sont bien moindres, d'un Ouais, facteur 3 à un facteur 10 parfois. OK. Dans le soja, si je prends l'exemple, parce que c'est quand même la meilleure source une des meilleures sources végétales qui existent, il y a quand même 2 à 3 fois moins de leucine que dans une source de produit, animal. Donc faudra en manger 2 à 3 fois plus. Ouais et le problème, c'est que de base, les besoins en protéines d'une personne qui fait un peu de sport, parce que l'alimentation sans le sport n'est rien. Mmh mh. Donc quelqu'un qui fait du sport a besoin de quantités de protéines qui sont très importantes. On pense que la norme, moderne, des apports en protéines, on est plutôt aux alentours de 2 grammes par kilo de poids de corps. Ah ouais, OK. Donc Mais c'est en prenant on est très loin des 0,8 de l'OMS. c'est ça, mais du coup, le problème, c'est que la conséquence, c'est que si vous faites ça sous forme purement de protéines végétales, il vous faut des quantités absurdes de protéines végétales Mmh mh. et du coup, c'est pas forcément idéal. Ce qui fait que les gens qui sont véganes sont quasiment exclusivement tout le temps, en déficit de ces acides aminés-là, ce qui pose ensuite des problèmes sur le plan immunitaire, et neuromusculaire. Bon OK. et à l'inverse, Les les carnistes? carnistes, alors eux, c'est YOLO en termes de leucine, ils sont contents, mais heu, les fibres insolubles sont quelque chose de fondamental pour votre système immunitaire, le maintien de votre microbiote, et la, la coordination de la triptyque cerveau, microbiote, intestin. OK. Si vous n'avez pas de fibres, votre système immunitaire va partir en sucette et
vous allez décoordonner votre cerveau de votre flore intestinale et de votre intestin. Ce qui fait que du coup, ben, il va y avoir tout un tas de problèmes qui vont arriver, soit sur le plan comportemental, soit au niveau de la production des neurohormones, donc les hormones de la récompense, la dopamine, par exemple, et ce qui, du coup, n'est pas du tout, enviable, OK. pour dire les choses, très rapidement et Ouais, simplement. ouais, simplement. C'était, donc on revient avec une certaine forme de simplicité. Mange. Alors c'est à chaque fois dommage, hein, parce que cette simplicité, moi je la trouve incroyablement séduisante, mais pour la plupart des gens, bah, comme elle est, au milieu de l'éventail, elle est pas à un extrême ou à un autre, ben, forcément, c'est moins sexy. Mais la simplicité, c'est mange de tout, avec des produits qui sont majoritairement non transformés. Ouais, De temps en temps, bon, bah, si tu as envie de te faire plaise, fais-toi plaise, mais reste juste, allez, on va dire à 75 voire 80 bien la plupart du temps. ouais, c'est ça, OK. et en plus, alors, une autre épine dans le système, c'est le sport. Mmh mh. Parce que tu peux avoir la meilleure alimentation du monde, c'est-à-dire tu peux avoir une alimentation théorique parfaite qui rééquilibre en permanence à la perfection ton homéostasie. Mmh. Si tu n'as pas une activité physique régulière, tu n'es pas en bonne santé. OK. Donc l'activité physique régulière, le mouvement Ouais, qui est, quelque chose qu'on a depuis, des milliers d'années, parce que, heu Sean m'a dit, il y a 200 ans, c'était une stat que tu lui avais sorti, je crois, un chiffre que tu lui as sorti. Il y a 200 ans, on avait une activité physique moyenne de à peu près 8 à 9 heures par jour, c'était ça? c'est ça, OK. Donc en fait, notre corps, de par son évolution, est fait pour être en mouvement et aujourd'hui, on ne le met pas assez en mouvement. ouais, et ça, c'est vraiment le bas qui blesse, la vraiment le point central, problématique de notre société moderne, c'est que la meilleure façon d'être en bonne santé aujourd'hui, c'est de bouger tout le temps, Mmh mh. sauf que c'est souvent en contradiction avec notre métier. Mmh. Bien sûr. Donc alors je pourrais te dire qu'il faudrait un changement, une révolution un changement de paradigme sociétal pour qu'on bouge beaucoup plus, mais c'est pas ça va pas arriver d'ici Mmh mh. demain. Donc une solution, ça va être par exemple dans votre quotidien, de prendre le vélo plutôt que de prendre la voiture, Mmh. marcher, prendre les escaliers plutôt que de prendre, les ascenseurs. Mmh. Bref, toujours chercher à bouger le plus possible, marcher le plus possible. Et quand vous travaillez, par exemple, plutôt que vous asseoir sur une chaise extrêmement confortable comme la mienne, heu, mettez-vous sur un Swiss ball. Ouais, OK. Donc en fait, trouver, la moindre excuse pour Ouais, pouvoir se mettre en mouvement, même si c'est une demi-mesure, comme, le Swiss ball, versus la chaise bien confortable. ouais, et je vais même aller encore plus loin que ça. Il y a plein de sportifs de haut niveau quand j'étais à l'INSEP qui mangeaient Mmh. n'importe quoi, hein, des produits transformés et cetera, mais qui étaient quand même avec des qualités physiologiques extrêmement élevées Mmh. parce qu'ils faisaient, 7 heures ou 6 heures de sport par jour, OK. 6 jours sur 7. Ça, c'est l'extrême opposé, c'est-à-dire que je pense pas que ce soit viable sur le long terme, mais quand même, à partir du moment en fait, un des marqueurs les plus importants de la santé, c'est la VO2 max. Ouais. Voilà. Donc, tant que vous avez une VO2 max qui est très élevée, vous pouvez faire plus ou moins n'importe que quoi, ça va bien se passer. Mmh. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'après 25-30 ans, votre corps vieillit et donc si vous faites n'importe quoi au niveau de votre alimentation, de votre mode de vie, vous allez pas pouvoir maintenir cette VO2 max élevée. Mmh. Ouais. Donc le point, c'est avoir une VO2 max la plus élevée possible et ça s'acquiert par le mouvement. Et pour maintenir cette entraînabilité, il faut une alimentation et un sommeil de qualité. OK. Ça répond, de manière, générale. Alors le fait que les jeunes sportifs, mangent n'importe quoi, mais ont des très bonnes performances, je l'avais entendu dans un interview de Matt Fraser qui disait qu'au début de sa carrière, bah, en fait, c'était YOLO en termes d'alimentation. Je fais ce que je veux, je mange n'importe quoi et je performe au plus haut niveau et que c'était après sa première pétée, 1re blessure qu'en fait il s'était rendu compte que l'alimentation est un allié Mmh. à l'entraînement pour performer, physiquement. Ouais, OK. et du coup, de l'autre versant, à la Mmh. santé, Ouais, pour maintenir la santé le plus longtemps main possible. maintenir la santé au plus longtemps possible. C Tous les éléments que tu as donnés là, donnent une réponse, en transparence à la question de comment booster, les performances physiques et mentales.
Du coup, on aurait une bonne alimentation, Mmh. une bonne qualité de sommeil et une Oui, activité physique régulière. ouais, et pour le mental, il y a un truc en plus à faire, OK? c'est la confrontation à la nouveauté. OK. Bon Donc alors pourquoi? ouais, voilà, c'est oui, oui, volontiers. Alors en fait, notre cerveau, il a une certaine plasticité Mmh mh. et si vous lui faites faire tous les jours la même chose en permanence, il va se «rigidifier» entre guillemets Mmh mh. et cette rigidification en termes de coordination amène indirectement à une rigidification en termes de manière de penser et de réponse, émotionnelle aux choses. OK. Plus vous allez varier vos activités et donc vous mettre dans l'inconfort par rapport à la nouveauté, plus vous allez augmenter votre plasticité cérébrale, vos capacités d'adaptation et plus vous allez avoir une diversité de réponses intéressantes qui, sur le plan émotionnel, va nourrir votre caractère. OK. Est-ce que ce serait pour ça, que des personnes qui sont âgées et isolées, donc avec peu de nouveautés, en fait, dans leur environnement, alors je vais le formuler différemment, pardon. On voit une personne qui est âgée, mais qui est encore autonome, qui vit sa vie de tous les jours et qui est active et qui est bien d'un point de vue cognitif et intellectuel et mental et moral. Et puis du moment où, par exemple, elle se blesse et elle perd son autonomie, elle se retrouve dans une situation d'isolation, on voit un déclin qui est assez rapide et assez important. Ouais. Alors, c'est tout à fait ça et alors ça se rajoute au plus au fait que quand on est âgé, ben, on est quand même sur la pente décroissante, Bien donc il sûr. suffit de pas grand-chose pour, accélérer ça. Mmh mh. Mais si on voit les choses de côté positif, je te dirais que c'est la raison pour laquelle, on ne devient pas président de la République à 45 ans. Normalement, il Mmh. faut être un peu plus âgé parce qu'il faut 2e balle perdue. Voilà. parce qu'on est censé accumuler suffisamment de confrontation et de la diversité, OK. sur le plan politique et de gouvernance, pour pouvoir acquérir une certaine forme de sagesse, donc de recul, sur tous ces sujets-là. OK, donc c'est la sagesse, qu'on a c'est aussi peut-être pour ça qu'on peut retrouver des gens plus jeunes avec un certain niveau de sagesse qui ont eu une vie un peu, tumultueuse et Ouais, cabossée. En fait, la sagesse se développe face à la nouveauté et à cette capacité, heu, digérer cette nouveauté pour en créer quelque chose. ouais, le OK. c'est ça, c'est tout à fait ça. Le plus, après c'est de l'hormèse, hein, c'est-à-dire que c'est la réponse à un stress. Si vous Ouais, dépassez vos capacités d'adaptation, ça va pas être bon. d'accord. Mais, plus vous vous confrontez à la nouveauté par petites doses, ou en tout cas à la limite de ce quoi vous êtes capable de vous adapter, mieux c'est. Et en fait, ça dépasse largement le domaine du sport et de la santé, Mmh ça mh. va aussi dans le domaine culturel, social, sociétal, mais, hem, on voit bien des gens dans notre quotidien qui ont vécu toute leur vie la même chose et qui sont un peu dans une espèce de cocon, qui ont du Mmh. mal à comprendre le reste du monde, mais c'est parce qu'ils sont jamais vraiment sortis de leur tanière. Ouais. À l'inverse, d'autres qui ont il y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour avoir de la diversité, et la confrontation à la nouveauté, mais si vous confrontez à plein de points de vue différents, c'est d'ailleurs la Mmh. raison pour laquelle j'aime bien débattre et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, tu vois, je trouve ça peut-être même un peu triste parfois que, tu vois, les, heu, les Gun-Deal de Lavier et compagnie puissent pas discuter avec, des Mmh. influenceurs, plus modernes, extrêmement scientifiques. Moi, ce que je trouve important, c'est le débat Mmh. parce que c'est ce de débat-là que va naître l'inconfort et du coup, des adaptations intéressantes pour le développement de soi. OK. C'est, lancer comme on a l'air d'être lancé, ça pourrait, à mon avis, durer encore un moment. On est on est pris par le temps. Vincent, merci beaucoup pour, tout ce que tu as dit là. Je J'aurais encore beaucoup de questions à te poser. Si tu es d'accord, on s'organisera peut-être un 2e numéro parce que c'était pertinent et j'aime cette approche, heu, que tu simplifies et la manière dont tu expliques les choses, c'est très pertinent. Merci beaucoup pour ça. De rien. Vincent, alors transition de boucher, hein, moi, je suis pas tout le temps dans la finesse. On passe au quiz. Le but du quiz, c'est d'en apprendre un peu plus sur toi de manière un peu plus légère. Le but Mmh. étant que tu ne prennes pas trop de temps pour réfléchir aux questions Ah! que tu me donnes. OK. Tu es prêt? Non.
Et c'est parti. Vincent, quand tu étais petit, tu jouais à quoi? Je jouais à quoi? Je jouais au Lego. Ah, ça c'est bon, tu es un homme bien. Ton plat préféré? La langue de bœuf à la sauce aux truffes, à la sauce madère. Ok. Tu as le choix, mais tu ne peux en garder que un tout le reste de ta vie, une barre olympique ou un rameur. Une barre olympique, hein. Ok. C'est pas un choix. C'est quoi le second truc dont tu me parles, cette saloperie? Un rameur? Mais brûlez-moi ça! Un de tes défauts, Vincent. Un de mes défauts, je suis j'en ai plein des défauts. Ah oui, mais un. Heu, bah, j'ai du mal à me confronter à la nouveauté, tiens. Ok. C'est quoi ce délire avec les cookies au raisin? Ouais, c'est connu. Alors ça, c'est historique. Tous les grands tyrans de ce monde alors attendez, que j'explique un petit peu. Ken m'a dit, par mail: «Ce qui est un sujet que tu ne veux surtout pas aborder», ce qui est important, quand on Oui. interviewe quelqu'un et je lui ai répondu: «Les cookies au raisin». Donc je te Parce pose la que question. voilà, parce que c'est quelque chose que je déteste et que je pense qui ont contribué profondément au mal en ce monde. Tous les grands tyrans historiques de l'histoire, César, Charlemagne, Gengis Khan, je suis sûr que Poutine a mangé des cookies au raisin. Ok, Voilà. d'accord. Donc c'est le cookie au raisin amène le mal. Euh, Plutôt du soir ou du matin? Alors j'aimerais bien être du matin, mais je suis plutôt du soir. Ok. Ton film favori? Spartacus de Stanley Kubrick, 1968, je crois. D'accord. Une situation que tu affectionnes particulièrement. Une vérité n'est juste qu'ajustée à un contexte qui lui est juste. Une vérité juste. Attends, Que si répète ça. ajus oui, je te la refais. Une vérité n'est juste que si Ouais. ajustée à un contexte qui lui est juste. Ok. Je vous laisse méditer là-dessus, les auditeurs. Ce que tu aimes le moins dans ton job? Et alors, heu, corriger les contrôles. Corriger les contrôles. Ça va être une partie de ta journée, il me semble. Oui, Ton style musical. le classique. Ok. Ton sport. Alors, une personnalité. euh, euh, Ça peut être un acteur, ça peut être un sportif ou une sportive, ça peut être une actrice, ça peut être une personne réelle ou une personne fictive qui est vivante ou qui n'est plus de ce monde, préférée. Oh, Ouais, il y en a alors plein, mais une. ouais. Le problème de ça, c'est l'idolâtrie. C'est le fait de tomber dans le fait de mettre la personne sur un piédestal. Mmh, attends, heu, une merde, tu me fais là, tu m'emmerdes, hein. Hem, fais chier, ah! Je peux pas passer celle-là. Ah, alors je te l'amadou un petit peu. Ton sportif ou ta sportive favori, Ah, dans de toute l'histoire, que la personne soit de ce monde ou plus. probablement, Klokov. Klokov, ok, Dimitri. Et puis une lecture ou un podcast que tu recommandes, peu importe le domaine. Mon livre, tiens. Bah voilà, c'est fait. Placement de produit, magistralement fait. Vincent, merci beaucoup pour ces réponses. Euh, tu as, euh, tu as la possibilité de revenir. Il y a pendant tes études pendant tes études de physique, au Mmh moment où peut-être tu te rends mh. compte que ce milieu il n'est pas fait pour toi. Mmh. Tu es le Vincent de maintenant, tu reviens à ce moment-là. Pendant tes études de physique, tu as la possibilité de discuter avec toi-même. Qu'est-ce que tu te dis? Bah, alors, je me suis longtemps posé cette question-là, avant de commencer à m'épanouir et de de rencontrer des gens, intéressants dans le domaine du sport. Je m'étais dit, pars en maths plutôt qu'en physique. Mhm. Mais maintenant, je me dis: «Ne change rien» parce que je suis très heureux comme ça aujourd'hui et que si je n'étais pas passé par la physique, bah, peut-être que j'aurais pas fait tout ce que je fais maintenant. Ah, ça m'a fait venir des petits frissons. Dans 10 ans, tu aimerais être où, Vincent? Envie? Ah non, où ça? Ouais, où ça, ou dans quelle situation? En vie, j'espère bien. À 36 ans, ça fera 46. Moi qui en ai que un de moins, j'espère que dans 10 ans, on sera en vie. Où ça? Ou Dans qu'est-ce quelle que tu aimerais faire? situation? Ouais.
Là, ma problématique, c'est de communiquer sur mon livre, essayer de le vendre pour, que les gens, lisent ça. Sur le long terme, j'aimerais bien aussi ouvrir une salle de sport axée sur les ergomètres OK. enfin 3 choses, les ergomètres, l'haltérophilie et la boxe. Mais pour ça, il faut beaucoup de sous et donc Mmh. pour avoir des sous, il faut d'abord que je trouve des moyens d'avoir des sous donc Donc, voilà. pour les auditeurs et les auditrices du podcast, pour que Vincent puisse ouvrir sa salle, il va falloir aller acheter son livre parce que, on a tous envie de voir cette salle alliant ergomètre, haltérophilie et boxe. Heu, Merci beaucoup Vincent pour ce partage-là. Est-ce que tu as un dernier mot, pour les gens qui écoutent le podcast? Une bonne parole, la sage parole de Vincent? Hem, ouais, il y a une phrase de Mitterrand qui était la chose suivante, c'est: «Enfermé dans son malheur, on ne voit pas celui des autres». Et donc quand vous rencontrez un connard dans la rue, dites-vous que peut-être qu'il est trop enfermé dans son malheur heu, avoir une vie heureuse et essayez juste d'avoir de l'empathie envers lui. Ça, c'est une très jolie phrase qui, montre l'importance de la compréhension de l'autre et de faire un pas vers lui, quand, il n'arrive pas forcément à faire un pas vers nous. Mmh. Heu, Ça me fait penser en programmation neurolinguistique, il y a des grands principes et un des principes, c'est, l'action que mène quelqu'un, peu importe si elle est interprétée comme bonne ou mauvaise, elle est toujours bonne pour lui, au départ. C'est ce qu'il arrive à faire de mieux pour lui-même et donc ça rejoint ce que tu disais. Merci pour ça. Vincent, où est-ce qu'on peut te retrouver et du coup aussi, où est-ce qu'on peut retrouver ton livre? Bah, alors j'ai 2 posts, pardon 2 posts, non, 2 comptes Instagram. Un compte pour le sport, et sur lequel du coup je diffuse des conneries mais aussi, du coup les posts pour savoir quel podcast j'ai fait, Mmh mh. c'est Vin Elf, Standard Mmh. et le compte Instagram, qui est dédié à mon livre sur lequel j'ai créé des illustrations, pour les personnages, le lore et cetera, c'est, Omega Mythologie Official Mmh. et voilà, vous pouvez me retrouver sur ces 2 comptes-là, tranquillement. OK, cool. Vincent, merci beaucoup pour cet échange, j'ai beaucoup apprécié, c'était très intéressant et à la fois drôle. C'était, ce que j'attendais et j'ai été largement satisfait. Pour tous, les auditeurs et les auditrices du podcast, merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir partagé ce moment avec Vincent et avec moi. On se retrouve tout bientôt pour un prochain numéro. Vincent, je te souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci toi aussi.